Bienvenue dans Point de vue, une émission consacrée aujourd'hui au ski avec une question. Quelle est la place de cette discipline sur la planète ski? Nous ne sommes pas en station, nous sommes au bord du lac d'Annecy, à quelques mètres seulement de la Fédération française de ski. Nos deux invités du jour, Michel Vion, le président de cette fédération, et puis Fabien Saguez, le directeur technique national du ski français. Ensemble, ils nous détailleront leur ambition pour le ski français. Le ski français et son ambition mondiale. Alors nous sommes aujourd'hui au sein des locaux de la Fédération française de ski et notre invité n'est autre que le président de cette fédération, la FFS, Michel Vion, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir dans vos locaux avec je ne sais pas combien de cadres autour de nous et sur les murs des couloirs et des bureaux, mais il y a quoi, 200, 300 cadres de tous les athlètes, de tous les champions? C'est tous les champions, tous les médaillés olympiques ou médaillés au championnat du monde, toutes disciplines. Donc oui, il y a près de 320 cadres de champions qui ont porté haut à la couleur de la France et de la Fédération. Et depuis quand? Depuis l'invention de la photographie presque? Écoutez, il y a des photos qui datent, oui, les James Coutet, 1937. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de notre maison. Alors Michel Vion, vous êtes donc à la tête de cette fédération française de ski. D'abord, c'est combien d'adhérents pour qu'on comprenne la taille de cette fédération? Peut-être si on peut comparer avec du football, je ne sais pas. Écoutez, on a 110 000 licenciés, ce qui n'est pas beaucoup en rapport avec la pratique loisir. On imagine qu'en France, il y a 6,5 millions, 7 millions de gens qui font du ski avec une vocation loisir, pour faire simple, hein, c'est des vacances, on va au ski, on va à la neige. Et le fait d'avoir 110 000 licenciés, c'est pas beaucoup en rapport. Mais encore une fois, voilà, on fait avec. Et puis ce qui est important, c'est qu'on a 45 000, 47 000 personnes qui sont axées compétition, avec des chiffres assez stables qui est intéressant. Et vous-même, vous êtes issu de la compétition, un champion du monde en 1982 en combiné, Voilà, c'est ça? C'est pas bien de le rappeler, c'est pas bien du tout, mais effectivement, j'ai passé 10 ans en équipe de France avec un titre de champion du monde en 1982. Donc il y a 36 ans, vous voyez. Des bons souvenirs quand même. Oui, des bons souvenirs parce que ça reste des moments énormes. Mais après, moi, j'ai jamais trop regardé derrière et voilà, j'ai presque plus fier de la carrière que j'ai eue après, plus que d'une carrière sportive réussie ou pas mal réussie. Alors, vous êtes président de la Fédération française de ski, élu depuis 2010, réélu en 2018. Vous entamez votre 3e mandat et votre ambition, c'est vraiment de porter la France comme première nation du ski, de devenir leader du ski mondial? Oui, ben quand on prend ce genre de fonction, on a envie de bien faire, de faire en sorte qu'une fédération soit déjà bien reconnue au niveau national, avec une bonne structure, une chose qui marche bien. On a des missions de haut niveau, bien sûr, on a des missions aussi de développement, donc on essaie de bien structurer notre fédération. Et puis on a l'ambition, bien sûr, sportivement, de rivaliser avec les meilleurs. Donc c'est le cas depuis pas mal d'années, on essaie de faire que sportivement, on soit à la hauteur. Donc ce n'est pas toujours tout bien, mais on a des bons palmarès depuis une dizaine d'années. Mais ça veut dire qu'il y a presque une meilleure reconnaissance au niveau international qu'en France, où finalement on parle peut-être pas assez des champions français au sein même de l'Hexagone? Vous avez un petit peu raison, on est depuis une dizaine d'années, effectivement, on fait peur à l'étranger. Les Français en compétition oui, on fait assez peur. Et après, on est un sport régional, on est un sport saisonnier, donc ce n'est pas les meilleurs atouts pour pouvoir être médiatisé toute l'année. Donc quand c'est notre tour, à savoir du 15 décembre au 15 février, les 2 mois là où il y a un peu moins de foot, un peu moins de rugby, un peu moins de Formule 1 ou de vélo, eh bien quand c'est notre tour, là on doit être bon. D'où le fait qu'on met l'accent sur les athlètes, sur le haut niveau. Et la meilleure image qu'on peut avoir, c'est quand nos athlètes performent et gagnent des médailles. C'est vrai que, très concrètement, vous manquez un peu de médiatisation et simplement de retransmission en direct d'étapes de Coupe du Monde, y compris des Françaises. Oui, ceci dit, oui, on manque toujours, tout le monde se plaint, on n'est pas assez diffusé, mais je prends l'exemple d'autres fédérations qui sont aussi, je ne parle pas des majeurs, je ne parle pas des fédérations professionnelles, avec des sports professionnels, mais est-ce qu'on voit beaucoup de basket à la télévision, ou de handball, ou de volleyball par exemple, ou de canoë-kayak? Donc finalement, on n'est pas si mal servi que ça. On a les mondiaux de ski alpin qui sont régulièrement retransmis avec des bons horaires, mais on est un peu frustré d'avoir des épreuves de Coupe du Monde sur notre territoire,
à Chamonix, à Val d'Isère, à Courchevel, à Méribel, et de ne pas pouvoir avoir un peu de diffusion. Et eh bien, c'est un combat qu'on mène encore, que j'ai commencé il y a déjà pas mal d'années, pour faire en sorte qu'on essaie d'avoir un peu de diffusion sur des événements Coupe du Monde sur le territoire alpin. C'est une question de goût du public français ou c'est une question d'argent? Non, je pense que ce n'est pas l'argent. Les droits de télévision par rapport au ski ne sont pas énormes. C'est un problème de créneau de diffusion. En clair, les chaînes nationales nous disent clairement on a du mal à trouver le créneau parce qu'on est à des horaires un peu particuliers. C'est ou le matin à 10 h du matin, où il n'y a pas grand monde qui regarde, ou c'est à 12h30, 13 h, en plein pendant les journaux locaux ou nationaux, journaux télévisés. Donc c'est un peu compliqué, effectivement. Par ailleurs, on est très bien suivi avec Eurosport. Donc Eurosport, il faut l'avoir, il faut être abonné, bien sûr. Mais quand même, l'un dans l'autre, on n'est pas si mal suivi que ça. Alors les liens peut-être de la Fédération française de ski avec tout ce qui est instance française, tout d'abord le ministère des Sports, vous avez des liens de proximité alors que vous n'êtes pas à Paris, vous êtes à Annecy, au bord du lac d'Annecy. Oui, on a fait le choix effectivement de pas que le siège de la fédération ne soit pas à Paris. On est une des rares fédérations à être comme ça, être à proximité des champs de neige. Et pour le coup, c'est moi qui me déplace régulièrement. Je suis à Paris toutes les semaines quasiment maintenant, mais c'est simplement pour dire que oui, on entretient des bonnes relations parce qu'on est, un des sports les plus soutenus, les plus aidés en termes de financement par le ministère des Sports. Mais on est aussi un des sports qui rapporte le plus en termes de médailles. Quand on revient de Sochi il y a 4 ans avec 15 médailles olympiques, 14 cette année à l'issue de Pyeongchang, eh bien, logiquement, ce n'est pas neutre. On couvre 7 disciplines olympiques. Donc voilà, il y a aussi un intérêt pour le ministère des Sports à ce qu'on marche bien. Mais on a, je crois, une bonne reconnaissance parce qu'on est structuré, on est bien organisé, on n'est pas trop show-off, comme on dit. Et puis voilà, on a des gens responsables. Un couple DTN président qui marche bien, même montre un exemple souvent. Et à la fin, on a une fédé qui marche bien. Donc c'est bien reconnu. Alors Michel Vion, tout va bien en fait, il n'y a pas besoin de plus. Tout va pas toujours très bien. Non, on va bien et ça fonctionne bien, on a des bons résultats. On préférait avoir un peu plus d'adhérents et de licenciés. Et on a un plan de développement qu'on essaie de mettre en place, mais qui n'est pas facile parce que la mode n'est pas à se licencier dans une fédération. La mode est à l'ubérisation, et que chacun fait son sport dans son coin, en famille ou à titre personnel. Et donc on a un peu de mal à faire en sorte que nos adhérents soient fidèles. Mais et on est toujours un peu à la course, entre guillemets, à la course au financement, dans la mesure où le ski coûte cher à organiser, le ski de compétition, j'entends. Et puis on a des équipes à travers le monde, on a les alpins qui sont au Japon, pendant que les fondeurs sont au Canada, et pendant que les biathlètes sont en Suède. Donc c'est toujours un peu la course au financement. Depuis une dizaine d'années, on a des finances qui sont saines, qui sont équilibrées, mais c'est pas simple, donc c'est un combat de tous les jours. Alors on a compris, l'engagement sur du moyen terme c'est compliqué, les mentalités ont changé, évolué, c'est un premier problème. Une fierté, on le voit derrière vous, il y a une affiche, vous avez donc réussi à obtenir les championnats du monde de ski alpin pour 2023. C'est donc un des prochains objectifs de la Fédération française de ski. Il y aura évidemment des JO avant à Pékin en 2022, mais 2023, ça sera l'objectif pour les Français, pour ceux qui se sont engagés au sein de la Fédération française de ski dans le haut niveau. Tout à fait, donc l'événementiel, j'ai pu le dire souvent, c'est un des axes majeurs de notre fédération. Les équipes de France, bien sûr, la partie résultats, la partie médiatisation liée aux champions, la vitrine que représentent nos champions. Et puis l'événement, c'est effectivement là où on a la main dessus. On n'a pas la maîtrise du terrain de jeu. Le terrain de jeu, il appartient au domaine skiable de France. Pour remonter les gens en haut des pistes, ce n'est pas nous. On n'a pas l'enseignement. L'enseignement, c'est les écoles de ski français, nos partenaires. Mais effectivement, l'événementiel, là pour le coup, c'est nous. Donc une grande fierté d'avoir réussi à décrocher ces mondiaux en 2023. Pour Courchevel et Méribel. Pour Courchevel et Méribel. Ça va être forcément catalyseur, je le dis souvent, catalyseur en termes sportifs, c'est une évidence. Mais en termes médiatiques, c'est aussi le cas, ça sera aussi le cas. Et en termes économiques, je suis persuadé qu'il y a des liens aussi qui seront faits. Donc une grande fierté de pouvoir accueillir ces mondiaux à Courchevel et Méribel en 2023. C'est forcément
l'objectif, le fil rouge qui va être le nôtre pendant les 5 prochaines années. Et alors, pour comprendre, en France, on a suffisamment de sites qui sont susceptibles d'accueillir des grands événements. Je parle dans le ski, hein. On a Courchevel-Méribel, on a Val d'Isère, peut-être Chamonix et encore. Oui, c'était les 3 sites qui avaient été présélectionnés pour le choix qui a été fait par la fédération, qu'on a assumé nous-mêmes, sur le fait que voilà, pour avoir une chance de gagner ces mondiaux, quel était le meilleur site? À la fin, on a choisi Courchevel-Méribel, mais Val d'Isère, Chamonix sont aussi des sites qui auraient très bien pu accueillir ces mondiaux. Val d'Isère a accueilli déjà en 2009, donc c'était pas une surprise. Mais donc, pourquoi il y a plus de possibilités en Autriche, par exemple? Il n'y en a pas beaucoup plus. Des sites qui ont l'expérience, le savoir-faire et la capacité d'accueil, il n'y en a pas beaucoup plus non plus. Ils ont 4-5 gros sites un peu comme nous, hein, des grandes stations comme Kitzbühel, Saint-Anton, mais à la fin, ils n'ont pas beaucoup plus de possibilités pour accueillir des mondiaux. Une Coupe du Monde, c'est une chose, mais les mondiaux, c'est puissance 10. En termes d'accueil, c'est 250 000 personnes à accueillir en 10 jours. Donc c'est en termes d'hôtellerie, en termes de transport, en termes d'organisation, d'infrastructure, c'est énorme. Et nous d'ailleurs, la preuve, c'est que Courchevel tout seul, même Courchevel tout seul, n'aurait pas pu accueillir les mondiaux tout seul. Ni Méribel d'ailleurs. Et c'est bien l'association des deux qui fait qu'on pourra accueillir le monde du ski en 23 dans de bonnes conditions. Alors on a parlé de 2023, les enjeux d'avenir sur lesquels vous travaillez sur ce 3e mandat qui va vous conduire jusqu'en 2022, les enjeux pour vous à la Fédération française de ski, c'est quoi? C'est plus de licenciés, c'est de meilleurs résultats? Qu'est-ce qui va faire que demain la France sera la première nation mondiale du ski? On a toujours les deux mêmes piliers, les deux mêmes colonnes qu'on a, c'est le haut niveau, donc l'accès au haut niveau, comment on organise notre filière, comment on organise nos clubs à vocation sportive pour qu'on ait des champions demain qui viennent. Avec des programmes les champions attirent les champions. Des programmes juniors, les champions attirent les champions, mais il faut bien gérer les équipes nationales qui, elles, font les compétitions tout l'hiver, et puis les jeunes qui vont prendre la place et qui vont venir bousculer un peu cette hiérarchie. Donc toute cette filière, ce n'est pas uniquement les équipes de France, c'est toute la filière du haut niveau. Ça, c'est un point. Donc là-dessus, c'est renforcer nos points forts. On sait que c'est le ski alpin qui mène un peu les médias, qui mène l'économie. Donc il faut qu'on soit meilleur encore dans le ski alpin. Et puis, deuxième pilier, c'est le licencié, la vie associative, la vie fédérale. Donc en tant qu'élu, on a l'obligation d'organiser ça au mieux et faire en sorte que notre fédération fonctionne bien à titre associatif. Donc des vraies mesures qu'on doit prendre pour aider nos clubs à attirer des licenciés, à attirer des adhérents et proposer bien sûr à ces adhérents tout ce qu'il faut. Mais concrètement, c'est quoi des vraies mesures? C'est quoi? C'est une campagne de recrutement, de pub? C'est plus de bénévoles? C'est quoi très concrètement? Concrètement, c'est d'abord d'accueillir, pouvoir accueillir. Qu'est-ce qu'on propose? Pour être dans un club, une personne qui habite en ville, elle a son club qui est pas loin, pourquoi j'ai intérêt à aller à un club? L'intérêt, il est très simple. On a depuis des années une vraie politique de formation de moniteurs fédéraux bénévoles qui encadrent ces licenciés. Et donc, quand on parle de service, c'est exactement ça. Vous voulez venir dans une sortie, vous habitez Lyon, vous voulez sortir au Grand Bornand ou à la Clusaz, eh bien, nous, on organise le car, les forfaits, tout est compris. Et l'encadrement est aussi compris, gratuit, intégré. Donc, on espère attirer, bien sûr, des familles qui sortent le week-end avec les enfants qui peuvent être d'un côté, les parents de l'autre. Tout ça pris en charge, tout ça organisé. Donc, un peu du tout compris. Et c'est bien avec cette attractivité qu'on pourra augmenter nos licenciés. Et c'est aussi comme ça qu'on peut augmenter le réservoir des athlètes de haut niveau. Je pense à Marie Marchand-Harvier, par exemple. Elle n'était pas d'une station à l'origine. C'est pas l'un des buts, mais effectivement, ça peut arriver. Il peut arriver que des jeunes de clubs, de villes, viennent et voilà, on se découvrent des capacités et qu'à la fin, ils finissent équipe de France. C'est assez rare quand même. C'est assez rare quand même. C'est des populations bien différentes. Logiquement, malheureusement, où c'est comme ça, c'est bien les clubs de station qui commencent le ski très tôt avec des gamins qui skient à partir de 3 ans, qui sont nos futurs champions de demain. Michel Vion, président de la Fédération française de ski, merci à vous. On va maintenant s'intéresser exclusivement au haut niveau avec Fabien Seguez, le directeur national du ski français.
Quelle est la place du ski français dans le Grand Cirque Blanc? C'est la question que nous allons nous poser dans cette deuxième partie d'émission avec notre invité, Fabien Saguez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le DTN, c'est-à-dire directeur technique national du ski français. D'abord, votre mission, c'est vraiment d'encadrer et de diriger le haut niveau, tous les athlètes qui évoluent dans l'élite du ski mondial. Tout ce qu'on appelle l'ensemble de la filière sportive dans toutes les disciplines qu'on gère, ici à la Fédération, que ce soit du très haut niveau jusqu'à la base où on a tous les aspects de formation pour aller dans cette filière du haut niveau. Alors, vous parlez aussi bien de ski alpin, mais également de ski de fond, de biathlon, de slopestyle, de saut à ski. De saut à ski. Toutes les disciplines du ski. De pipe, de snowboard cross, de ski cross, de boss. Voilà. Alors, vous attaquez là peut-être un nouveau cycle de 4 ans. Les Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018 se sont terminés sur 14 médailles en ski pour le clan français. Ça veut dire que là, vous êtes déjà orienté vers Pékin 2022 et dès maintenant, ça se prépare de Pékin 2022 ? Les Jeux Olympiques, c'est quoi qu'il arrive le fil rouge tous les 4 ans. C'est l'objectif majeur dans la carrière d'un athlète, pour une fédération, pour l'ensemble d'un système. On sait que c'est à la fois une fenêtre d'exposition extraordinaire, et c'est l'événement qui génère et qui suscite chez les gens le plus grand intérêt. Donc forcément, c'est l'objectif principal. Dans la hiérarchisation des objectifs, on parle de Jeux Olympiques, on parle de Championnat du Monde et on parle de Coupe du Monde, avec l'ensemble de ces déclinaisons. Donc oui, généralement, quand on finit une Olympiade, il y a quoi qu'il arrive une période qui est une période un peu de transition dans laquelle on se pose la question du bilan, quel bilan on en fait, quel recul on a sur l'événement. Et puis ensuite, rapidement derrière, ce qu'on appelle la projection et la remise en place d'une nouvelle stratégie. Avec une nouvelle équipe ou pas. Cette année, pour la perspective de Pékin, une grande partie des équipes ont été renouvelées. Alors, renouvellement profond, pourtant vous avez encore quelques valeurs sûres. J'ai envie de dire heureusement, tel Martin Fourcade, qui est reparti. Des athlètes qui sont une vraie base solide pour la fédération. Évidemment, des athlètes tels que Martin, je pense à Martin, Alexis Pinturo ou d'autres, sont des athlètes qui vont vivre plusieurs Olympiades. Donc ça constitue le corps, la colonne vertébrale au sein de nos équipes de France pour vivre ces plusieurs Olympiades. Et puis, idem dans l'encadrement. Cette année, il y a eu beaucoup de changements dans l'encadrement liés à des contextes des entraîneurs qui étaient en fin de cycle, des entraîneurs qui souhaitaient s'orienter vers d'autres choses, des entraîneurs qui ont évolué ou des entraîneurs qui ont changé. Et qui fait qu'on a eu pas mal de changements, oui, effectivement, pour partir sur ce nouvel objectif de Pékin 2022. Combien de jeunes intégrés dans les équipes de France, toutes disciplines confondues, vous le savez, dans les jeunes qui montent Alors, chaque année, on a dans le corps de notre système haut niveau ce qu'on appelle les groupes jeunes juniors. Très souvent, ces groupes jeunes juniors ont été une variable d'ajustement. Ça dépendait des moyens, ça dépendait des générations. On sait que globalement, ça ne doit plus être une variable d'ajustement parce que c'est une des bases de notre formation et se garantir la pérennité de nos résultats, la densité, qui fait que aujourd'hui, on a systématiquement chaque année, en fonction des disciplines, 4, 5, 6, 7 jeunes qui rentrent dans les équipes jeunes juniors, qui constituent ces équipes, et puis ensuite qui évoluent, qui ponctuent en fait dans leur carrière l'intégration dans les groupes Coupe d'Europe, l'intégration dans les groupes Coupe du Monde, et qui fait qu'on doit garder cette densité qu'on a actuellement. Cette saison, c'est une année un petit peu de test pour voir si vous avez pris la bonne orientation suite au bilan de 2018. C'est un petit peu l'objet de cette saison déjà, alors qu'il y a des championnats du monde quand même. Ça serait très péjoratif de dire c'est une année test. Moi, je vais vivre ma 14e saison ici au sein de la fédération en tant que DTN. Non, ce n'est pas une année test. Ça se pose toujours dans la continuité de ce qui a été fait avant. Et puis, à la fois des bras de levier ou des mécaniques qu'on utilise dans la stratégie, avec soit l'encadrement, soit les athlètes, la constitution des groupes, qui fait que, évidemment, il va y avoir des choses qu'on va observer. Est-ce que ces bras de levier ont été les bons ou pas ? Aujourd'hui, compte tenu de notre recul et de notre expérience, il y a un certain nombre de choses qu'on sait qui fonctionneront, d'autres qu'on va attendre de voir fonctionner, mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas une épreuve test. On dit 2018-2019, finalement c'est après les Jeux, donc
on attend de voir ce qui se passe, puis on fait le point au printemps. Non, ça s'inscrit toujours dans une certaine continuité. Alors Fabien Sagaz, effectivement, ce n'est pas une année test, puisque Michel Vion, votre président, le président de la Fédération française de ski, vous a un petit peu donné une mission, faire de la France la première nation mondiale en termes de ski, tout résultat confondu. Ça passe par quoi, cette ambition ? Ça passe par plusieurs choses. C'est toujours l'ambition qu'on a portée, que ce soit Michel, le président, ou moi. Moi, on me connaît pour ma propension à être très ambitieux. On a élevé considérablement notre niveau. Il y a plus d'une dizaine d'années, on était à 60 podiums en Coupe du Monde. Aujourd'hui, on est à 130 podiums en Coupe du Monde, avec un nombre de victoires qui a augmenté, évidemment, et plus de médailles réalisées dans les grands championnats. Ceci étant, ça passe par plusieurs choses. L'effet générationnel, il y a des athlètes qui sont hors normes et il faut avoir des athlètes hors normes, comme c'est le cas aujourd'hui avec des Pierre Voltier, des Pinturo, des Martin Fourcade, des Maurice Magnificat. Dans certaines disciplines, on a des athlètes hors normes. Ça passe par là, donc ça veut dire qu'il faut bien les former, bien les suivre. Ça passe par les moyens. On a beau dire, parce qu'on est très français, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de budget, en même temps on se plaint beaucoup, ce qui n'est pas forcément notre cas, mais il faut être très clair. Aujourd'hui, comme on dit péjorativement, pour faire la maille avec les leaders mondiaux dans chaque discipline, et je parle de nations. Qui sont les États-Unis ? Qui sont les États-Unis dans le freestyle snowboard, qui sont la Norvège en ski de fond, que sont l'Allemagne sur le biathlon, par exemple, que sont l'Autriche sur le ski alpin. Ces nations-là, pour faire la maille dans ces niches-là, chaque discipline étant une niche, il faut augmenter nos moyens et c'est ce qu'on va essayer de faire. On les a augmentés déjà considérablement ces dernières années. Il faut absolument que sur la projection, on fasse des choix qui soient bien en phase avec, entre guillemets, nos priorités sur les disciplines majeures pour essayer de devenir numéro 1 mondial. Mais Fabien Sagaz, plus d'argent, ça ne change pas les athlètes, ça veut dire quoi? Ça permet plus de stages, ça permet ainsi d'élever leur niveau, parce que fondamentalement, le réservoir d'athlètes, il ne va pas évoluer avec plus d'argent. Non. Par contre, avec plus de moyens, on est capable, et c'est là qu'est la clé pour moi, sur l'avenir de toutes ces disciplines, va permettre de déployer plus de moyens sur la partie formation. On parlait de ces groupes jeunes juniors, on n'en a pas parlé, mais on parle aussi des circuits et des mécaniques qu'on peut utiliser dans la formation et ce qui va baliser le parcours d'un jeune athlète et donc d'un futur champion. Donc par rapport à ça, je pense que la différence se fait à ce niveau-là entre nous et ces grosses nations. Et après, oui, effectivement, certaines nations ont plus de moyens pour s'occuper de leurs top athlètes, mais on peut dire qu'aujourd'hui, notre niveau de service ayant vraiment augmenté, on peut dire qu'on donne à nos top athlètes les moyens de se réaliser. La preuve, c'est qu'on a des athlètes qui gagnent la Coupe du Monde chaque année. Alors, par exemple, on a Albertville, le Centre national de ski de haut niveau d'Albertville. Quel est l'outil qui vous fait rêver chez certaines nations? L'Autriche, les États-Unis, les pays d'Europe du Nord. Il y a un outil que vous aimeriez avoir et développer pour vos athlètes? Ce n'est pas un outil ciblé particulièrement, c'est plus un état d'esprit. On doit continuer, nous, à travailler avec l'ensemble de nos partenaires, avec l'ensemble de la planète ski, à faire comprendre qu'à un moment, il y a des petits détails sur lesquels on peut faire la différence. En Autriche, quand la fédération autrichienne se déplace à un endroit ou sollicite des partenaires pour s'entraîner à un endroit avec des conditions qui sont similaires à celles de la Coupe du Monde, ils ne déploient pas d'énergie parce que tout le monde se met en quatre pour faire en sorte qu'ils puissent réaliser leurs objectifs. Nous, on y arrive, on a un réseau, on a des gens qui sont sensibilisés à ça chez nous et on doit continuer cette partie éducationnelle, entre guillemets, du très très haut niveau, qui n'est pas forcément, qui peut être concomitante avec le ski business, mais qui se lie un peu mal. Et donc on doit continuer à faire en sorte que nous, on montre à tout le monde qu'on est performant, qu'on rend bien au ski business avec la vitrine du ski français qui sont les équipes de France. Ce n'est pas tellement un outil parce que les outils, je pense qu'on les a réellement aujourd'hui. Moi, il n'y a pas d'outil meilleur que celui du Centre national d'Albertville ou de Prémanon pour le nordique. Aujourd'hui, on a des outils en termes d'infrastructure et en termes de ressources humaines qui correspondent tout à fait à ce qu'on veut. Mais c'est des fois dans les petits détails comme cela, des périodes difficiles qui feraient qu'on aurait accès à certaines pistes préparées, bien préparées, fermées pour nous et qui seraient une priorité à certains moments. Ben voilà, c'est là-dessus qu'on doit continuer à travailler. Fabien Sagaz, j'imagine que l'annonce du gouvernement là, de réduire de 1500 postes au sein du ministère des Sports, les cadres techniques dans le milieu du sport, la Fédération française de ski pourrait toucher. Ça doit vous inquiéter, j'imagine?
Il y a deux solutions. Soit on voit les choses de manière négative, et Dieu sait si l'annonce, elle est négative. Mais à la fois, il y a quoi de nouveau pour les Français? Si ce n'est que depuis 10 ans, on nous explique qu'il va falloir qu'on réduise au niveau de l'État le train de vie. Donc, quelque part, ce n'est pas surprenant. On doit faire en sorte, et c'est pour ça que je dis qu'il y a deux points de vue, soit on le prend de manière négative, soit positive ou proactive. Nous, on doit faire en sorte de changer notre modèle structurel. On doit faire en sorte d'évoluer face au contexte qui nous dépasse largement et qui fait que demain, on doit trouver d'autres solutions pour lever des moyens, lever des fonds et faire en sorte de continuer à avoir des personnels compétents. En clair, être un peu moins sous perfusion et faire évoluer notre modèle vers un modèle qui soit un peu plus moderne. Un éclairage international maintenant, on est ici au sein de la Fédération française de ski. Il y a des Français qui travaillent au sein de la Fédération internationale de ski. J'ai envie de dire, il y a des représentants, des gens, non pas qui nous défendent, mais en tout cas qui quelque part défendent les intérêts de la nation France au sein de cette Fédération internationale de ski. Nous, on a une stratégie claire depuis plus de 10 ans. Le travail avec la FIS ou l'IBU, les deux fédérations internationales avec lesquelles on travaille, c'est un point essentiel de notre stratégie. Donc par rapport à ça, on a développé des compétences. Il y a des gens qui sont très très bien formés et qui ont pris un virage à un certain moment sur lequel on les a aidés. Si on doit les citer, Emmanuel Couder, qui était directeur du club des sports de Val d'Isère, qui travaille au sein de l'équipe alpine à la FIS, un Pierre Migneret, qui reste directeur du ski de fond à la FIS et qui a travaillé chez nous, qui a été directeur ici en ski de fond, Jean-Philippe Vuillet, qui a été chef d'équipe pendant très longtemps chez nous, ou un Christophe Vassalo, qui est aujourd'hui chairman de la commission technique de l'IBU. Nous, il y a une vraie stratégie, pas pour donner un avantage au pays, pour montrer que les Français sont présents sur la scène internationale. Et ça, c'est très important parce qu'on n'a pas forcément cette image-là. Généralement, on dit qu'on ne parle pas très bien les langues, qu'on a du mal à s'adapter à d'autres cultures ou à dialoguer avec d'autres cultures. Moi, je pense que c'est l'inverse. Ce qu'on a développé ici à la Fédération, c'est justement des gens multi-compétences et qui aujourd'hui travaillent au sein de ces fédérations internationales qui, pour nous, est très valorisant. Donc, il en faut plus peut-être demain de ces cadres techniques? Je pense qu'on en a déjà beaucoup. Il y a pas mal. On est déjà l'une des nations les plus représentées au sein de ces fédérations internationales. Et simplement pour comprendre et conclure peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision, vous, comment est-ce que la France est perçue dans le milieu mondial du ski? Est-ce que c'est une nation qui monte, une nation qui reste challenger, c'est une nation dans le top? Il y a eu des époques dans lesquelles j'étais pas né ou j'étais trop jeune pour le vivre, où on appelait la France la grande nation. Référence à ses résultats et ce qu'elle rayonnait à cette époque-là. Depuis 13 ans, moi je vois l'évolution. On était considéré comme une nation qui était un peu en demi-teinte, on était capable de produire des champions et d'avoir des résultats intéressants, mais il y avait des éléments sur lesquels on ne faisait pas la moyenne. Et puis depuis 4-5 ans, très clairement la vision des équipes étrangères vis-à-vis de nous a complètement changé. Et on réentend, et notamment en Autriche, qui est un peu la référence, on réentend ce leitmotiv qui est « la grande nation », faisant référence à des moments dans lesquels on gagne en biathlon, on gagne en ski de fond, on gagne en ski alpin le même week-end, on vient gagner à Kitzbühel, on vient gagner dans des endroits qui sont clés et majeurs, on gagne des médailles mondiales et olympiques, et qui fait qu'aujourd'hui on a repris, on va dire, cette aura qu'on avait il y a très longtemps. Allez, on termine par un mot de sport. On va parler de sportifs. Il faut attendre qui cette année? Alors évidemment, on va attendre les grands champions, les Martin Fourcade, Tessa Worley, Alexis Pinturo et tous ceux que l'on connaît. Mais il y en a d'autres qui montent, à l'exemple d'un Clément Noël qui a performé l'an dernier. Voilà, il faut regarder qui cette année pour cette saison 2018-2019 sur le ski. Je crois que vous l'avez cité, c'est assez simple. Les attentes, et dans un milieu comme le ski alpin, forcément, il y a beaucoup d'attentes. Pas forcément de notre part, et ce n'est pas pour rajouter de la pression à la saison, mais Clément Noël, 4e aux Jeux Olympiques, qui a été la révélation de la saison 2017-2018. Donc là, on est en ski alpin. En ski alpin, très clairement, on l'attend lui. Je pense que l'ensemble des observateurs étrangers se disent Clément Noël va nous faire des gros coups d'entrée début de saison. Il fera ce qu'il fera. Mais en tout cas, je pense que c'est l'un des outsiders pour la saison qui arrive. En ski de fond?
En ski de fond, je crois qu'on a 2 athlètes qui ont montré des aptitudes assez extraordinaires l'hiver dernier, Clément Paris et Jules Lapierre, qui ont fait des jeux et des performances aux jeux en termes sportifs qui étaient juste extraordinaires. Je pense qu'ils seront très regardés sur le début de saison. En biathlon, alors non pas chez les hommes, mais chez les dames peut-être. Est-ce qu'on attend la confirmation d'une Justine Breza, par exemple? Je crois que c'est très clair. Justine a été très irrégulière l'année dernière. On l'a vu avec une victoire sur la masse du Grand Bornand qui était juste magique. Je crois que c'est l'une des athlètes qui sera très regardée en début de saison. Et puis il y a quand même des disciplines où il y a un petit creux quand même, peut-être en combiné nordique, en saut à ski, c'est un peu plus compliqué, non? En combiné nordique, on attendra Antoine Gérard, qu'on voit bien progresser, très clairement aujourd'hui. En saut à ski, Lucille Morat, puisque c'est notre jeune étoile montante. Et puis, si je dois penser un peu plus large, snowboard cross par exemple, on va attendre qu'un Merlin Surget ou qu'une Julia Pereira confirme tout le bien qu'on pense d'eux. Et bien voilà, la saison 2018-2019 en ski et snowboard est lancée. Merci à vous Fabien Saguez. On rappelle que vous êtes le directeur technique national du ski français. Merci. Merci. Point de vue s'achève pour aujourd'hui au sein de la Fédération française de ski. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau point de vue. En attendant, pour voir et revoir cette émission, les replays, c'est sur www.montblanclive.com. À la semaine prochaine.